Bonjour, je suis Claire Toury, je suis présidente du mouvement associatif et je suis aussi conseillère au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, vous le savez puisque vous y êtes. Et je suis là parce que j'ai rapporté cette année pour le CESE le rapport annuel sur l'état de la France qu'on a intitulé « Sortir de la crise démocratique ». Et donc je vous remercie de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de vous présenter ces travaux. Alors, avant d'aller un peu plus loin, sachez que quand on a commencé à travailler sur ce rapport, il n'était ni question de dissolution, ni de législative anticipée, ni de censure, ni de Trump. C'était un autre monde. Mais on avait déjà perçu à l'époque la nécessité de traiter la question démocratique et surtout de la croiser à celle des inégalités, sujet quand même très, très articulé et très en lien avec celui de la journée, refaire société. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce rapport? Et je le dis immédiatement, je ne suis pas exhaustive, mais heureusement pour vous parce qu'il est très très long. Premier élément de ce rapport intéressant et important, on est face à des inégalités qui s'accroissent et à des difficultés d'accès à certains services. Les inégalités qui traversent notre société et qui traversent notre pays, elles sont multiples, elles sont partout et elles s'accentuent. Et c'est précisément cette question qu'on a choisi de croiser à la question démocratique dans le cadre du RAEF, c'est l'acronyme pour Rapport annuel sur l'état de la France. Car ces inégalités, elles ont des effets absolument structurants sur notre système, sur la confiance en nos institutions, sur le vivre ensemble, sur notre rapport aux politiques ou encore sur notre sentiment d'utilité. Dans le cadre de ce rapport, on a fait un grand sondage et je vais vous partager quelques enseignements de ce sondage. Les Françaises, les Français, ils nous disent être traversés par des inégalités nombreuses, des inégalités de pouvoir d'achat notamment, qui fragilisent certaines catégories de population, qui alimentent le mécontentement et qui jouent sur le bien-être des Français. Des inégalités de revenus, avec un effet significatif sur le tissu social et sur la défiance vis-à-vis des institutions. Un Français sur deux parvient tout juste à couvrir ses besoins essentiels. Des inégalités à l'école, avec un vrai enjeu de mixité sociale. Des inégalités en matière de santé, puisque les inégalités socio-professionnelles, sociales et environnementales ont des conséquences sur l'espérance de vie en bonne santé. Et je ne sais pas si vous connaissez le fameux effet RERB, mais entre le sud et le nord de Paris, il y a 6 ans d'espérance de vie en moins. Des inégalités de territoire, en matière de richesse et d'accès aux soins, on va le voir. Des inégalités entre les femmes et les hommes et entre les générations. Elles sont insupportables à bien des égards, ces inégalités. Elles doivent être dites, parce que, vous le savez, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, bien sûr, mais aussi parce que ces inégalités, elles ébranlent profondément notre contrat social. Si elles sont tues, elles sont invisibilisées. Si elles sont invisibilisées, elles entraînent des frustrations, elles entraînent des colères, et elles entraînent aussi un sentiment de ne pas être à sa place dans la société française, comme nous l'ont dit 24% des citoyens répondant au sondage. 24%. Mais quand on regarde de façon plus fine, c'est 31% des moins de 35 ans qui ne se sentent pas appartenir à la société française. C'est 35% des foyers avec moins de 2 000 € de revenus par mois. 44% des habitants des territoires ultramarins. 36% des personnes avec 3 enfants et plus. Et surtout, et ça doit nous inquiéter fortement, ce sont 35% des abstentionnistes au premier tour des élections législatives. Alors ces inégalités, elles se matérialisent aussi dans des difficultés d'accès à certains services essentiels. Le cas de la santé et du logement sont à ce titre emblématiques. La moitié des Français, ils dénoncent un accès trop limité aux soins et à la santé, tandis que 58% déclarent un accès difficile au logement. Ça aussi, c'est un élément important qui alimente la crise démocratique. Ce RAEF, il nous montre que les Français qui rencontrent le plus de difficultés d'accès aux services là où ils vivent sont surreprésentés dans les zones rurales et parmi les Français avec un faible pouvoir d'achat. Ils se sentent en marge de la société, 41% contre les 24% dont je vous parlais avant, et là encore, ça ébranle nos institutions, la confiance dans nos institutions, et ça fragilise l'attachement à la démocratie, puisque finalement, ça montre que le système ne parvient pas à protéger tout le monde. Et je vous donne un chiffre qui est assez parlant. 76% des Français estiment que le système démocratique permet de trouver des compromis entre des intérêts divergents. Parmi ceux dont je viens de vous parler, ils ne sont que 60% à le penser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on s'en saisit? Ces inégalités, je l'ai dit, elles doivent être bien nommées.
Et ce RAEF, il nous invite à plusieurs choses, mais notamment à avoir une approche qu'on pourrait appeler plus rosan-wallonienne de la société, puisqu'il nous invite à engager une bataille de la proximité. Notre modèle politique, il est construit sur de l'abstrait, ok, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire du modèle politique français, et c'est comme ça, mais ça a des inconvénients parce que ça ne permet d'aborder les problèmes et les sujets que sous forme de grandes tendances, et c'est parfois loin des réalités. Si je vous donne encore un exemple issu du sondage, 45% des Français, ils déclarent tout juste parvenir à couvrir leurs besoins. Mais quand on regarde de façon plus fine, ça concerne 78% des chômeurs, 77% des habitants d'outre-mer, 72% des familles nombreuses, 59% des familles monoparentales ou encore 60% des étudiants. Ces situations, elles sont extrêmement diverses, mais elles nous disent une chose, elles nous disent qu'en plus des inégalités, ce qui est terrible, c'est le sentiment d'être mal représenté dans son vécu. Exemple concret, quand vous augmentez le prix du carburant, enfin, quand vous voyez le prix du carburant augmenter, si vous êtes parisien et que vous utilisez votre voiture un week-end par mois, c'est pas très grave. Si vous êtes habitant d'un territoire rural et que vous en avez besoin pour aller travailler tous les jours, ça n'a pas les mêmes conséquences. Autre enseignement de ce rapport, qui est très important, ce rapport, il nous dit de ne pas prendre les gens pour des idiots. Alors, ça va sembler frapper au coin du bon sens, mais encore que, les gens sont sans doute même bien plus intelligents qu'on ne le croit. Ça, c'est un double message. Les Français, ils ont envie d'être associés aux décisions qui les concernent. Premier élément. Deuxième élément, les sujets techniques sont en réalité extrêmement politiques et les citoyens ne peuvent pas en être dépossédés. Chiffre rassurant cette fois, 84% des Français se disent prêts à défendre la démocratie si elle était menacée. Les Français sont mobilisés, sont attachés à notre modèle, ils veulent participer à l'élaboration de la décision parce qu'ils sont 76% à avoir confiance. Non. J'allais dire parce qu'ils sont 76% à ne pas avoir confiance en nos représentants politiques. Je me disais que c'était bizarre. Bref. Le cas de la dette, il est intéressant ici, plus que jamais d'actualité, parce que ce que nous pointe ce rapport, c'est que derrière des grandes décisions très techniques, en fait, il y a des arbitrages politiques qui sont faits. Se désendetter, ok, pourquoi pas, mais comment faire ? Le fait d'investir, par exemple, massivement et de s'endetter pour financer la transition écologique, ça ne veut pas dire la même chose que de s'endetter pour financer nos retraites, par exemple. Ça n'a pas les mêmes conséquences. Et là encore, il y a un enjeu à pouvoir s'approprier ces sujets quand on est un citoyen et une citoyenne. Et ça, c'est intéressant. On a des concitoyens qui sont éduqués, qui sont informés, qui sont connectés, qui veulent participer davantage. Et dans le cadre d'ailleurs d'une question ouverte du sondage, quand on pose la question « Comment faire pour que la démocratie aille mieux ?», 24% des répondants nous disent « Pour que ça aille mieux, il faut nous écouter. Il faut plus d'écoute. Il faut que les citoyens soient entendus, que l'on prenne les décisions avec eux, et surtout, il faut que les dirigeants écoutent davantage au quotidien. » Ça, c'est ce que nous dit le rapport annuel sur l'état de la France. C'est vrai pour la dette, c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour la biodiversité, c'est vrai pour plein de choses. Je vais m'autoriser à aller un petit peu plus loin parce que je vous l'ai dit, je suis aussi présidente du mouvement associatif. Et donc, du coup, je voudrais vous parler de la situation de nos associations. Si je résume les messages du RAEF en 5 minutes, enfin 1 minute plutôt, on a une France et des Français qui sont traversés par des inégalités. Des inégalités avec des conséquences sur la démocratie, des conséquences sur la confiance en nos institutions, et qui pose en toile de fond la question de notre cohésion sociale et territoriale, la question du lien, la question des liens, du vivre ensemble, et plus largement la question de la société dans laquelle on veut vivre. En tant que dirigeante associative, je suis alertée à la fois par l'état des Françaises et des Français, mais aussi par l'état de nos associations. Ces structures dans lesquelles des millions de personnes s'engagent. Ces structures qui sont aujourd'hui en grande souffrance et dont on a absolument besoin. Pour tout vous dire, il me semble qu'on doit impérativement se donner les moyens de sortir de l'état d'impuissance dans lequel on se trouve et que ça implique de protéger, de défendre le modèle associatif qui, j'en conviens, n'est pas vertueux par nature, mais qui joue un rôle absolument décisif dans notre société aujourd'hui. Quelques éléments là encore. Des subventions qui baissent, moins 45%, des activités qui sont réduites, des emplois qui sont menacés. Et derrière ces constats, ce sont des gens, ce sont des bénéficiaires de l'action associative, qu'on parle d'aide à domicile, qu'on parle de lutte contre le mal-logement,
d'aide alimentaire ou encore de sport, de culture, d'éducation populaire. C'est ça la force de notre tissu associatif, être partout, du premier au dernier kilomètre, et sincèrement, sans exagération, sans lui, la société ne tiendrait pas, mais ce n'est pas seulement sa force, c'est aussi grâce à lui que la société va bien parfois. Et je partage cette alerte, car au regard des chiffres sur les inégalités que j'ai mis en avant, que le rapport met en avant, et sachant que ces inégalités augmentent, et connaissant maintenant les conséquences de ces inégalités sur la démocratie, voir le tissu associatif qui les contient et les combat être fragilisé est extrêmement inquiétant. Et donc c'est d'un sursaut collectif dont on a besoin, parce que le modèle associatif a besoin d'être pleinement reconnu. Et ça veut dire, et j'en profite pour le dire devant vous, ça veut aussi dire avoir une vision de l'impact plus globale, plus subtile que celle qu'on peut avoir habituellement. Car tout ne se mesure pas, tout ne se quantifie pas, tout ne s'évalue pas. Plus largement, et je me dirige vers ma conclusion, je vous promets, plus largement, ce rapport et la situation dans laquelle on se trouve nous invitent à avoir une approche beaucoup plus politique et à nous poser la question suivante: dans quelle société veut-on vivre? Quels efforts est-on prêt à consentir pour y parvenir? Et quelles sont les limites que l'on refuse de dépasser? Alors se demander dans quelle société on veut vivre, c'est aussi sortir de logiques d'urgence souvent mortifères, car elles entraînent des décisions qui semblent les bonnes, ou en tout cas les moins mauvaises à court terme, mais qui sont assez désastreuses ou qui peuvent l'être à long terme, et pire encore, qui peuvent empirer le mal qu'elles sont censées combattre. Penser le long terme, c'est construire des horizons, c'est mesurer les conséquences de choix politiques, c'est prendre le temps d'associer largement, c'est faire à plusieurs, c'est penser des alternatives. On en a absolument besoin, et c'est aussi ce que nous montre ce rapport, des gens qui s'engagent, qui se mobilisent, qui s'intéressent, mais des réponses qui ne sont pas toujours totalement adaptées. Et donc, on a besoin de retrouver ce pouvoir d'agir, de se demander, je l'ai dit, dans quelle société on veut vivre et comment y parvenir. Et pour ça, on a besoin d'espaces où s'expriment les désaccords, d'espaces où on se confronte, où on diverge, où on débat, mais surtout d'espaces dans lesquels on s'écoute. Et ce sera mon dernier mot, vous l'avez compris. On a besoin d'être résolument lucide, mais aussi résolument déterminé. Merci beaucoup.